Europe 1, 8h moins le quart. 6 morts et 22 blessés. Le 9 août 1982, un commando terroriste faisait un carnage rue des Rosiers à Paris, devant le restaurant Goldenberg. Manuel Esquia a perdu son père, André, ce jour-là. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Manuel Esquia, merci d'être en duplex de Lille avec nous. Bonjour Thomas Soto. On a appris hier que le cerveau présumé de cette attaque terroriste avait donc été arrêté le 1er juin en Jordanie, puis remis en liberté sous caution dans l'attente de son éventuelle extradition vers la France. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelle a été votre réaction quand vous avez appris cette nouvelle hier? Je me suis dit enfin, après 33 ans, après des rebondissements depuis le début de l'année, des choses assez incroyables. Jamais j'aurais pensé, au bout de plus de 30 ans, que ça bouge comme ça. Et puis là, enfin une bonne nouvelle. La Jordanie qui se décide à bouger. Maintenant, on attend la suite. Alors la suite, c'est quoi? Ça va être un procès en France, vous y croyez? Parce qu'il y a une demande d'extradition, mais on n'est pas encore au bout pour cet homme. Oui, de toute façon, j'espère que je n'attendrai pas encore 33 ans, parce que je serai mort, à mon avis, à ce moment-là, mais lui aussi. Mais dans un premier temps, peut-être les autres extraditions, là, ça risque d'être un peu plus dur avec la Norvège, puisque vous savez qu'il y en a un qui est en Norvège. La Norvège ne fait pas partie de l'Europe, de la communauté européenne. Elle est en train de négocier des traités d'extradition, donc on espère vraiment que ça bouge à ce niveau-là. En théorie, la Norvège n'extrade jamais ses ressortissants. Bon, maintenant, on peut espérer que, vu le dossier, ça bouge. Et puis, il reste aussi la Cisjordanie. J'avais un petit peu peur, vu les endroits où ils étaient réfugiés, que ça ne bouge pas. En fin de compte, c'est en Jordanie que ça bouge en premier. C'est très, très positif. Et puis, pour vous répondre aussi, oui, le procès, le juge Trévidic nous avait dit, on va au procès, avec ou sans eux. J'espère les avoir en face de moi. On verra bien. De toute façon, maintenant, c'est l'espoir, on attend. Manuel Esquia, qu'est-ce que vous leur direz le jour où vous les aurez en face de vous, le jour où vous pourrez planter votre regard dans le leur? Écoutez, je vais vous dire franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile de dire. On a quand même la colère, on a de la haine quelque part. On ne pardonnera jamais. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas. Je vais les regarder, à la limite, ils s'en fichent complètement. Ils s'en foutront complètement de ce que je pourrais leur dire. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, j'ai déjà dit, parce qu'on m'a déjà posé la question, que je ne les regarderai pas avec humanité. Pour moi, ce ne sont pas des hommes. C'est tellement facile. C'est tellement facile de rentrer dans un endroit et puis mitrailler des gens qui sont désarmés. Regardez ce qui s'est passé encore avec l'école à Toulouse. Ils ont quand même réussi. Avec Maouane Merah. Voilà. On tue des enfants. Une école, c'est quand même un sanctuaire. Un enfant, qu'est-ce qu'un enfant peut être? Il n'est pas responsable de tout ça. On a tué des enfants dans une école en France. C'est incroyable. Ce ne sont pas des hommes. Moi, je suis désolé, ce ne sont pas des hommes. Manuel Esquia, oui. Non, mais allez-y. Vous aviez 23 ans au moment de cet attentat, au moment où ils vous ont volé votre père. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce triste 9 août 1982 ? Oui, bien sûr. J'étais chez moi, je venais de conduire ma voiture en réparation et puis j'ai entendu ça à la radio. Je savais qu'il y était. Bon, à l'époque, on n'avait pas de portable, ça n'existait pas. Puis mon père, c'était pas de bonnes nouvelles. Il m'appelait pas, je commençais à avoir un petit peu peur. J'ai appelé le restaurant à Paris, évidemment, ça ne répondait pas, ça s'en est occupé. Et puis, on a eu un numéro de téléphone à la préfecture de police de Paris. Il fallait appeler, donc j'ai appelé. Ils m'ont dit en premier, on a que les noms des blessés légers. Rappelez dans une demi-heure, on vous donnera les noms des blessés grave. J'ai rappelé une demi-heure après, franchi les barrages au téléphone et puis on m'a dit non, on n'a pas les blessés. On a les blessés graves, mais on n'a pas encore les morts. Rappelez-nous. Et là, j'ai commencé vraiment à avoir peur parce qu'il m'appelait toujours pas. Et puis j'ai rappelé une demi-heure après et puis j'ai un monsieur qui m'a dit monsieur, on est désolé, il est mort. Et là, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. J'ai appelé un de mes amis pour venir me chercher parce que j'avais pas ma voiture. On est allé chercher ma fiancée à l'époque, avec qui je suis marié maintenant. Et puis on a foncé à Paris. Il a fallu aller très vite. Alors là, les limitations de vitesse, on les a pas connues. Et puis on est arrivé là-bas. Il a fallu aussi franchir les barrages parce qu'on voulait pas nous laisser passer. Il a fallu que je brandisse ma carte d'identité, que je crie sur les CRS pour pouvoir rentrer. Et là, je suis arrivé et c'était le choc parce que ils étaient encore en train de nettoyer le sang à la serpillière. Puis voilà. Ce sont donc les auteurs de ce que vous nous décrivez là qui vont sans doute et peut-être être jugés. C'est un drame qui vous hante au quotidien, qui a gâché une partie de votre vie ou pas? Oui, tout le temps. Vous savez, quand les circonstances, et puis votre père, c'est votre père. On sait que nos parents partent toujours avant nous, en théorie. Mais la façon dont ça se passe, non.
Vous savez, un de mes grands regrets, c'est que mon père n'ait pas connu ses petits-enfants. On a plein de regrets comme ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, je suis pas le seul, je ne suis pas le premier, pas le dernier. Mais bien sûr, tous les jours, j'y pense. Depuis 82, j'y pense tous les jours, pas en permanence, bien sûr, mais tous les jours. C'est une plaie qui reste ouverte et qui restera ouverte jusqu'à la fin de mes jours, de toute façon. Ça fait quasiment 33 ans que cet attentat a eu lieu. Est-ce que, malgré le travail remarquable de la justice française que vous soulignez tout à l'heure, est-ce que tout cela n'arrive pas malgré tout trop tard ? Écoutez, oui et non, non. Il n'est jamais trop tard, de toute façon. Au moins, c'est un signe fort qui montre qu'on va jusqu'au bout et que quoi qu'il arrive, même 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, s'ils sont toujours vivants, ils ne sont pas à l'abri. On peut toujours les avoir, les juger. Je crois que c'est un signal fort, c'est important. Sinon, plus rien n'a plus aucun sens de toute façon, sinon. Donc, si, c'est très bien, regardez, avec les criminels de guerre d'Asie, jusqu'au bout, il faut y aller. Mais bien sûr, mais tous les criminels, quels qu'ils soient, pas de repos. Il faut pas de repos. Je veux dire, même s'ils sont à l'aube, à l'orée de leur vie, c'est pas grave. Je veux dire, les victimes, elles ont pris perpète. Je veux dire que c'est irrémédiable. Ils sont morts ou blessés, estropiés. C'est jusqu'à la fin des jours, la fin de leur vie. Là, il n'y a pas de raison. Non. Bon, effectivement, j'aurais préféré que ça arrive plus tôt, parce que 33 ans, c'est très très long. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis ravi de tout ça. Ça remue plein de souvenirs, mais c'est pas grave. Non, c'est très très bien. Moi, je suis ravi de tout ça. Et je le redis encore et toujours, et je le dis souvent, moi, je suis fier de la justice de mon pays et fier de la police de mon pays. Vous avez des gens qui ne renoncent pas. Et ça, c'est un signal fort. C'est extraordinaire. Manuel Esquiat, dernière question. Vous évoquiez tout à l'heure les attaques de Mohamed Merah à Toulouse. Il y a eu les attentats de janvier en France. Est-ce qu'ils ont pris une résonance particulière pour vous ? Est-ce que finalement tout ça se met dans la même perspective ? Bien sûr. D'un point de vue personnel, automatiquement, quand j'entends attentat, mes oreilles se dressent, j'écoute et je me sens pas bien. Avec l'histoire de Charlie, j'ai pas été bien pendant plusieurs jours. J'étais en réunion professionnelle, j'en parlais avec mes collègues, je n'étais pas bien. En plus, moi, j'ai été élevé au biberon de pilote de Charlie d'Harakiri, j'étais pas bien du tout. Oui, de toute façon, c'est normal, je crois que c'est humain. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. À mon avis, malheureusement, il y en aura encore. Les fous sont toujours là, les fauves sont toujours là, les prédateurs sont toujours là. Merci Manuel Esquiat d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci également à Lionel Gougelot qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex à Lille. Merci, bonne journée.